Bonjour Joël. Bonjour. Bonjour Pichou. Bonjour Chris. Bonjour Eli. Merci beaucoup. Ah, quitte là-bas. Bonjour. Toi, ici fatigué de te voir, donc je ne suis pas obligé de te saluer même. Hey. Ok. Joël, comment ça va? Ça va très bien. et Pichou. toi? Tranquille, tu connais, non? D'accord, il y a Foy. Eli, comment ça va? Ça Ah, va au fous-moi la calme, tranquille. Merci d'avoir demandé, c'est gentil. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui discute tout haut de ce que pense la société tout bas. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Joël Yombo, de Mansour Diop dit Pichou. Et De Castelbajac. De Castelbajac, Oh, bien sûr. arrête. Et de mon fidèle pote Eli Goué. Le décor est planté, on y va. Nous allons discuter aujourd'hui d'un sujet qui est très pertinent. On parle ici de salariat ou d'entrepreneuriat. Alors, il y a pas mal de personnes qui voudraient être leur propre patron et c'est un peu compliqué pour eux. Il y en a aussi qui hésitent, tout ça. On a affaire ici à deux personnes qui sont plus ou moins dans les deux, ou du moins qui sont passés de l'un à l'autre. Et puis qui vont nous dire ce qu'ils en pensent, qui vont nous dire les pièges à éviter, qui vont nous parler plus ou moins de comment est-ce que ça pourrait se passer. Voilà. Alors Joël, bon, on va commencer par Joël parce que C'est une dame. Ben voilà, on est aux dames. Oh là là. La galanterie oblige. hein. Oui, galanterie oblige. Ah, d'accord. y a Alors ça. sur ce sujet, ce que je peux être en train de dire, la décision de devenir entrepreneur ou de rester salarié dépend de plusieurs facteurs. D'accord. Professionnels, économiques surtout, et puis personnels. Personnel. Oui, Personnel, pourquoi personnel? Déjà, c'est quoi le salariat pour toi? c'est quelqu'un qui est sous un employé. Ok. Et Pichou, c'est quoi Un le salariat? employeur, pardon. Un employeur, oui. Moi, je peux dire que le salariat, c'est le fait de dépendre d'une entité, donc d'une entreprise, et de percevoir régulièrement un Une salaire, rémunération. Un salaire. naturellement. Eli? Non, on est déjà dedans. On est déjà dedans, mon cher. Pichou, c'est quoi l'entrepreneuriat Bon, pour de toi? manière plus basique, on peut dire que l'entrepreneuriat, c'est d'abord entreprendre, c'est le fait de faire une activité soi-même et donc diriger les rênes, par exemple, de cette activité-là, dont on est le propre patron, si vous voulez. Là, Voilà. tu entres et puis tu prends. Justement, comme C'est le ça. dit Entreprenez, comme le dit Yann Yann Amon. Amon, Voilà, Yann Yann Amon, Amon, il a écrit, je pense. un livre avec... Voilà, si. Il y a plusieurs tomes même. Si. Et toi, c'est quoi l'entrepreneuriat pour toi? Bah, je vais rejoindre la définition de M. Pichou de Castelbajac. Lui, il n'y a pas, ici, il n'y a pas Mansour Diop, c'est Pichou, nous, on connaît. En vrai, Donc, c'est Pichou. Donc, ouais, l'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre, de faire une activité soi-même, de dépendre de soi-même, de passer beaucoup de nuits blanches, de ne presque pas voir sa famille, ses enfants, d'avoir la charge mentale de 15 millions de personnes sur la tête, et puis au final avoir le sourire, même quand ça va mal. Mais entrepreneuriat, pourquoi tu veux faire croire aux gens que c'est forcément difficile quand tu ne vois pas tes enfants? Mais parce Bah, que, parce oui, que c'est c'est la difficile. vérité. C'est Il faut difficile. pas Ah, mentir aux donc gens. toi, tu sais c'est quoi l'entrepreneuriat? mais- C'est très Non, mais il faut difficile. pas mentir aux gens. C'est vraiment une décision, quoi, Ouais. en fait. C'est un sacerdoce. Moi, je ne suis pas très d'avis avec cette manière de voir l'entrepreneuriat, justement. Parce que Faut pas il y a, blaguer les gens. non, il y a plusieurs manières d'entreprendre. Et comme Joël a bien défini, par exemple, quand elle parlait, il y a les facteurs personnels. Donc, certaines personnes peuvent mettre le travail avant la famille et d'autres ne peuvent pas permettre de mettre le travail avant la famille. Donc, il y a les auto-entrepreneurs. Donc, il y a des entrepreneurs qui eux-mêmes représentent l'entreprise. Pourtant, ils proposent des services et tout, mais qui sont des entreprises qui sont considérées comme des entrepreneurs. Donc, qui peuvent travailler à la maison, par exemple, et donc profiter pleinement de leur famille, qui peuvent aussi travailler à mi-temps à la maison et à mi-temps sur le terrain et profiter aussi de leur famille. Mais Et qui alors, on peut dire que dans le cas de figure que tu es en train de présenter,
Tout dépend de l'objectif que tu t'es fixé alors. Juste, on peut le dire, mais je veux dire en fait que... C'est un peu qu'on peut pas le dire. Non, on peut le dire. J'ai parlé de 2 facteurs. J'ai dit le facteur personnel et le choix même de mettre la famille, de mettre la famille en avant ou pas. Mais le facteur personnel, par exemple, le facteur caractériel même de l'entrepreneur, si c'est un auto-entrepreneur dont l'activité ne nécessite pas forcément de se déplacer, de mettre sa famille en marge, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on pourra passer des nuits sans voir sa famille. Exemple. Il y a des gens qui vendent... Exemple, quelqu'un qui a une agence de communication digitale. Bon, moi je ne suis pas trop d'accord avec vos définitions. Moi je suis pas du tout d'accord même. Parce que moi je dis, pourquoi vous voulez faire croire aux gens que c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est très compliqué, je suis super bien placé pour le dire, mais je dis, il y a le côté sucré et il y a le côté, on va dire, amer. Donc pourquoi le vous côté êtes... sucré, c'est Ouais, juste pas dire amer, que tu prends tes propres décisions, Si. tu fais ta propre planification, Ok. tu as le droit de te lever à l'heure que tu veux. Ouais, ça par contre ça me plaît. Hein. Moi ça me plaît aussi. Moi j'adore. mais en fait je veux dire, pourquoi on veut faire croire que l'entrepreneuriat c'est forcément difficile. C'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a une responsabilité derrière en fait. Ok, mais pourquoi vous ne mettez pas en avant aussi ce qui est bien? Parce que on va dire la plupart des riches dans le monde ils sont entrepreneurs. Ils ne sont pas salariés. Non, je pense. Non, je veux dire pour dire que quand même il y a le bon, je ne vais pas dire mauvais côté. Il y a le côté souffrance, mais au bout de la souffrance, il y a certainement quelque chose de bien. C'est pas toujours. Hein. Et puis, c'est pas tous les entrepreneurs qui ont souffert quand même. Souvent on dit tu galères quand à la fin tu meurs. Ce ne sont pas tous les entrepreneurs qui ont souffert aussi. Voilà. Non, mais moi je pense que le truc qu'il faut bien clarifier, c'est que déjà il n'y a rien qui est facile. D'accord? Même si tu as des parents qui sont hyper milliardaires et que tu commences à entreprendre quelque chose, déjà, tu seras confronté au fait qu'on dise que lui là, ses parents ils ont déjà l'argent. Il y a un dont on parle souvent, on dit ouais, il est gosse de riche et tout, il n'a pas souffert, nanana, tu vois de qui je parle. Voilà. Mais il y a de la difficulté dans tout. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des entrepreneurs chez nous ici, ils montrent le bon côté, ouais, c'est chic, c'est jovial et tout. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut montrer à ceux qui veulent se lancer dedans les vraies réalités. C'est ça. Les vraies réalités. Et en général, les gens, ils parlent de ces réalités-là une fois qu'ils sont accomplis. Pas quand ils sont dans le truc. Mais il faut dire aussi que les gens ont de nos jours la parole parce qu'on a quand même, il y a un moyen de communication qui s'est démocratisé, notamment les réseaux sociaux. C'est pour ça que tout le monde a aujourd'hui la parole. Sinon, c'est même très bien. Voilà. Sinon, quand tu prends par exemple, je sais plus, le boss de NTA par exemple, autant on lui faisait sa fortune, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Comment lui va nous expliquer aussi aisément si aucun média ne vient justement savoir auprès de lui comment est-ce qu'il a creusé pour en arriver là. Pendant que tu en parles au passage, on peut chercher à le contacter pour qu'il vienne nous expliquer. Ah, ça c'est pas une mauvaise idée ça. Tonton Diagou. Non, c'est même pas Tonton, mais c'est Pépé. Attends, on évite Pépé. Tu as dit quand même. On parle de Pépé Diagou, tu as parlé déjà. Pépé Diagou, sois respecté. Seigneur, soyez respecté depuis votre position. Le vieux, si tu as vu tes petits-enfants. Si vous avez vu. Il parle à son grand-père. T'as vu, c'est mon grand-père. C'est mon grand-père. Mais au passage, j'ai eu la grâce, je vais dire c'est ainsi, de l'interviewer il y a 2 ans et franchement, j'ai passé environ 2 heures de temps avec lui. Il est très sympa. Il soulevait les multiprises pour moi. J'ai trop kiffé. C'est comment il est chèque. Respect. Effectivement, Donc, on revient au sujet. En fait, je veux rebondir sur l'exemple que vous avez donné. C'est un exemple d'entrepreneur qui n'a pas beaucoup souffert dans son entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter. Et quand quelqu'un commence par exemple un business avec 300 millions, ah ouais. tu peux 300 millions dans le temps. Dans le temps. Ce n'est pas rien. Ouais. Il avait 300 millions, il a cherché 300 millions, ça a fait 600 millions, il a payé la licence. Et il a commencé à faire ses business. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Non. Mais il faut préciser aussi que si je n'abuse, il a commencé, je pense, après sa retraite, ou en tout cas au moins 50 ans. Ouais, moi je ne suis pas d'accord avec le fait que tu dises que quand tu il n'a pas autant souffert. Non. Et je pense que c'est là même le plus gros piège. C'est quand tu commences un business avec autant d'argent, si tu n'es pas assez, je vais dire, stable dans la tête, excuse-moi, mais ça va capoter. Mais oui.
Parce que tu as beaucoup d'argent. Et ce n'est pas de l'argent virtuel. C'est là. Tu peux prendre 10 000 dedans. Tu peux prendre les 100 000 dedans. Non, mais moi, je pense que... Non, je viens. Ça, c'était la petite le truc. Et si tu n'es pas quelqu'un d'organisé, de discipliné, de correct, de rigoureux, tu risques de faire des choix qui ne sont pas bons pour ton business. Et c'est là justement que réside la difficulté d'être entrepreneur avec autant d'argent. Parce qu'un mauvais choix, tout l'argent n'est pas dit. Mais moi, je pense que lui, il a... Mais même quand tu commences de zéro, et que subitement, tu as un gros marché sous la main, tu as un gros gain que tu t'es fait, on a les yeux qui... Ah ouais, j'avoue. Hein. Donc c'est pas la même chose, pas la même chose parce que quelqu'un qui est habitué à avoir de l'argent ne va pas avoir les mêmes difficultés que quelqu'un qui n'est pas habitué, qui commence et qui a un gros marché comme ça. Il y a des gens donc qui la gabegie peut vite arriver. Moi, je me rappelle que quand je commençais, quand j'ai eu mon premier gros bénéfice, j'ai dit mais de toutes les façons, c'est mon argent. Donc, du coup, je me fais plaisir. C'est là le piège. C'est ça le piège, en fait. Si. Alors que quand tu commences avec un gros pactole, si je peux me permettre de dire ainsi, tu es habitué, en fait. Tu te dis, bon, de toute façon, je suis familier à ce genre de somme. Et pour quelqu'un qui est novice, qui vient, il commence en même temps, il a un gros marché, il se dit, bon, de la manière dont c'est venu, ça peut venir tout le temps. Comme les brouteurs, là. Voilà. Alors que c'est un piège. Les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques. D'accord, je vois. Piège qu'elle a, en fait. Mais moi, je vais demander à tout un chacun, à quel moment on pourrait prendre la décision, justement, d'entreprendre? Il n'y a pas de moment, moi, je vais dire ça. Il n'y a pas de moment. Moi, je me rappelle, je prends juste mon exemple. Moi, j'étais salarié dans une entreprise. Voilà, et après, j'ai pris la décision de me dire, bon, je vais essayer. Étant donné que j'ai appris, je vais essayer et tout, je vais me lancer. Mais ça n'a pas été facile. Mais juste parce que j'ai pris la décision d'entamer quelque chose, je suis allé jusqu'au bout. D'accord. Mais, tu vois, JC, pour rejoindre ce qu'elle disait, moi, je me rappelle dernièrement, elle et moi, on a parlé d'un truc devant chez elle. Et si elle ne te dit pas, tu ne peux pas savoir. Ok. Tu vois, les gens, ils vont voir des entrepreneurs rouler dans des grosses voitures, dans des grosses berlines, belles maisons et tout. Mais souvent, ces gars-là, ils sont là, tu vas dire, Joe, c'est comment? Attends, tu as beaucoup d'argent, prête-moi 5 millions et fais mon moment aussi. Il va te dire, n'a pas, tu as pensé qu'il ment. Qu'il est méchant. Qu'il est méchant. Alors que méchant. Tout est calculé. C'est tellement millimétré que... Tout est millimétré comme tu peux pas jouer avec ça. Si. Et parlons du moment que tu choisis pour être entrepreneur ou quoi. Je pense que ça doit faire l'objet d'une véritable et profonde réflexion. Parce que tu peux commencer avec beaucoup d'argent. C'est vrai. Tu as économisé, tu as fait ci, tu as fait ça, nanana. Et du jour au lendemain, te retrouver avec rien. Ah ouais, ça je sais. Et avec zéro. Je sais aussi. Donc, il faut vraiment être sûr à 1000% que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord. Pendant qu'on y est, excuse-moi. Moi, je me dis, comme je disais tout à l'heure, voilà, j'allais venir. C'est une décision. C'est comme quelqu'un qui décide d'épouser quelqu'un d'autre. Ok. J'ai décidé, je ne vais pas suivre les émotions en fait. J'ai décidé de t'aimer, point barre. J'ai décidé que tu sois mon épouse, point barre. Qu'advienne ce qui adviendra, j'ai pris la décision. Donc c'est comme ça, quand tu deviens entrepreneur, tu as décidé, donc tu n'es pas novice qu'il y ait des hauts et des bas. D'accord. Pendant qu'on y est, moi je vais vous demander, je pense que tout le monde a été salarié ici, peut-être sauf moi, mais je vais demander... Comment ça, toi tu es salarié aussi, non? Je t'ai présenté, je suis consultant. Mini-salarié. Tu es salarié, mon ami. On a même moment nous tous. On n'a pas le même moment là. nous fait. Je suis consultant, je ne suis pas salarié. Alors, on va dire, quels sont les avantages du salariat, Joël? Tu as un salaire fixe. Tu es sûr que... on monte, on descend. À la fin du mois, tu as ton jet.
entre parenthèses, comme on le dit. Okay. Tu as ton argent. Ok. Voilà. Mais il y a d'autres avantages qui pourraient être liés au salariat, non? Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Tu veux citer des exemples? Oui. Ouais, vas-y, dis-nous. Par exemple, le salarié, bon, si tu as bien négocié ton contrat, frère, tu as une bonne assurance maladie. Voilà. Ça, c'est une chose que les entrepreneurs n'ont pas forcément. Ouais. Parce que l'assurance maladie, ça coûte une ça blinde. coûte cher, oui. Voilà, donc tu as Il y ça. a la CNPS. Il y a la CNPS pour trouver ta famille, l'assurance pour trouver ta famille, pardon. La CNPS, encore si tu as un poste, je dis de responsabilité en griffe, tu as certains avantages qui vont avec, tu as le véhicule de fonction qui est là. Tu as des primes. Tu as le carburant qui est payé. Tu vois, tu es blanchi, tu es nourri, tu es blanchi, tu es comme un petit gigolo. Mais moi, en fait, moi je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit... Après, c'est comme si on est... Excusez-moi du terme, on est confortable. On a juste à faire un peu d'effort. Et puis, à la fin du mois... Quel un peu d'effort? On fait beaucoup d'efforts. Bon. Se lever à 6h, là, c'est beaucoup d'efforts. C'est juste ce que vous faites, en fait. Non, hein. Se lever à 6h du matin. C'est pas tout. Hein. Non, bon, il y a beaucoup de choses. Bon, laissez-moi, je demander aussi à... Regardez pas, nous, les salariés, là. Pichou. C'est pas forcément, en fait, même l'entrepreneur, il dort moins, il se lève tôt aussi. Ouais. Très souvent. Il réfléchit beaucoup. Mais je veux dire, en fait, que salariat rime avec sécurité. Ok. Donc, c'est ça. on a, comme vous avez cité, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit, mais il faut aussi savoir que être salarié, c'est moins de responsabilité. Comparément au sujet dans lequel nous sommes, c'est moins de responsabilité, donc moins de lourdeur administrative. Donc, un entrepreneur, c'est celui qui va gérer, que ce soit la comptabilité, dans ses débuts, bien sûr, qui va gérer un peu toute la paperasse, le secrétariat, le SAV, l'administration et tout. Alors que quand tu es salarié, tu as un poste fixe, comme Elie l'a dit, tu as plein d'avantages, bien sûr, qui pourront être liés à ton contrat, à ton poste et tout. Mais il y a aussi l'assurance d'une vie professionnelle qui sera équilibrée. Donc, tu peux commencer junior pour finir senior, tout ça. Donc, c'est aussi bon pour le mental. Donc, tu peux facilement aller crescendo et c'est bon dans ce qu'on appelle la pyramide de Maslow où tu pourras facilement t'exprimer, tout ça au sein de la société. Voilà. Pendant qu'on y est, s'il y a avantage, c'est qu'il y a inconvénient. Moi, je ne parle pas d'inconvénients là. Faut pas y vomir bien. Non, je déconne. Quels sont les inconvénients? On va commencer par Pichou, du salariat. Moi, je peux dire que j'ai été victime du salariat. Parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Mais comme Elie l'a dit, il faut bien négocier. Donc, quand tu ne négocies pas bien, par exemple, ton contrat, que tu fais un travail qui te passionne, franchement, tu ne vois pas l'argent. Oui, parce que tu veux faire ce que tu as envie de faire. Et arrivé un moment, tu te rends compte que tu fais bien plus que ce que tu devrais faire et que tu n'es pas payé à ta juste valeur. Donc, tu vas te retrouver à faire un travail, être vu par exemple. Tout le monde va penser que tu as de l'argent, mais tu vis vraiment de manière très limitée. Il y a aussi ça, il y a la monotonie. Donc, toujours, c'est routinier. Matin, je me lève, je vais au travail, je fais ça. Il y a la pression aussi du travail. Non, on aime ça, c'est le matin. Moi, j'aime. Ah, tu aimes ça. Tu veux qu'on en parle? J'adore. Il y a aussi Attends. Tu veux qu'on en parle? On est en train d'en parler, non? Non, c'est bon, faut pas y avoir tes baies. Il y a aussi le côté financier, parce que le piège, comme on l'a dit, c'est un peu comme les lanceurs de mails, je vais utiliser le mot qu'on utilise. Les opérateurs économiques modernes ivoiriens, par exemple, et de la sous-région, où on se dit qu'à chaque fois, ça va venir. Donc, on peut tomber dans le piège de faire certaines dépenses compulsives, donc de vraiment se dire que de toutes les façons, le mois prochain, là, je vais faire ce trou, je vais avoir encore. Et c'est ce qui en fait tue, je vais dire moralement, beaucoup de jeunes salariés qui veulent non seulement vivre en fonction de leur poste, mais vivre au-dessus de leurs moyens avec le salaire. Or, le salaire, certains disent, je ne suis pas très d'avis avec, on ne devient pas riche avec le salaire, mais peut-être qu'on va en parler après. Mais il y a des gens qui touchent 40 millions quand même par Non, mais laisse ça. On va en parler après. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce que tu dis aussi. Hein. Joël, alors pour toi, quels pourraient être les inconvénients du salariat?
La monotonie, comme il a dit. Ah, vous aussi, vous aimez quand votre vie bouge. Oui, parce que, bon, après, je dis... Ils aiment les secousses dans leur vie, les entrepreneurs. Après, je dis, le matin, tu te lèves à une heure précise, tu vas à un endroit, tu respectes juste le cahier de charges qu'on t'a donné et tout. Le soir arrive, tu veux mériter, en fait, en griffe ton salaire. Elle nous agresse. Non. Désolé. Le truc, c'est que c'est le seul salarié d'ici. Donc. C'est ça. Après, on ne fait plus d'efforts. On est là, on se... Et il y a d'autres même, en fait, qui veulent rester, qui font du sur-place. Ok, c'est-à-dire voilà, qui font du sur-place. Ils n'évoluent pas. Oui. Parce que, bon... 20 ans plus tard, il est toujours plongeur. Il n'y a pas d'ambition derrière. Il y a beaucoup, en fait, bon, sur 100, on va dire peut-être. Mais il n'y a pas beaucoup qui ont de l'ambition de grimper. Pourquoi même pas être directeur? C'est vrai, on le veut dans le cœur, mais dans la pratique, on ne voit pas, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant qu'on a parlé de salariat, on va parler d'entrepreneuriat. Il faut me poser des questions sur inconvénients salarial. En fait, il ne veut pas quand tu chasses. Non, le salarié va dire que non, le salaire là ne suffit pas. C'est ce que vous allez dire. Non, mais attendez, il faut parler avant. Tes 2 photos là, l'Indien t'a donné ça si tu parles. Ah bon. Donc, quels sont les avantages en fait, de l'entrepreneuriat? Les avantages, tu as un gros gain très élevé que tu peux... L'argent! C'est pas toujours aussi. Le jet! Mais il y a la petite partie là en fait qui réjouit un peu le cœur. Voilà. Le fait de te dire que bon, tu as la possibilité de toi-même faire tes planifications, de gérer tes horaires, et puis toi-même te fixer un salaire aussi. Oui. Ça, c'est important. Waouh, ça, c'est grave important parce que moi aussi, à mes débuts dans l'entrepreneuriat, j'avais vraiment fait cette erreur-là où tout était fusionné. J'avais rien qui était séparé, en fait. Tout était... Du genre, il y a l'argent aujourd'hui, si je veux faire le PA, on rentre dedans. Si demain, il y a un projet qu'il faut préfinancer en attendant le chèque du client, je prends le reste là pour faire. Bon. Au passage, le boss. Le prochain PA, c'est quand? C'est pour bientôt. Et lui reste concentré. Moi, je suis concentré. On parle du jet, moi, je vois le PA. Donc, ça, c'est une très, 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 très grave erreur à ne jamais commettre parce que si vous faites cette erreur-là, vous risquez de faire faillite le plus rapidement possible. Parce que, en fait, dans l'entrepreneuriat, ce qui fait, enfin, pour ma propre expérience et puis pour ce que j'ai pu entendre de certains qui sont beaucoup plus aguerris, ce qui fait l'une des forces, c'est que quand tu sépares les deux budgets, tu peux te retrouver en termes d'avoir des besoins en fait pour l'entreprise, tu vois. Tu peux te retrouver à avoir besoin de peut-être, je dis un truc bête, de 2 millions pour préfinancer un boulot. Parce qu'on sait tous que généralement, les clients ils ne payent pas à l'avance. Donc, il faut généralement préfinancer le travail et ensuite être payé sur 3 mois, 4 mois. Enfin, ça dépend de comment est-ce que vous avez négocié tout ça. Bon, tu as eu 5 millions. Dans les 5 millions, tu as enlevé au moins je sais pas moi, 4 millions pour te faire plaisir. Ah, il t'a fou quoi. Faut te calmer. Il te reste maintenant 1 million. Toi, tu es inconscient. Et puis d'ici 2 semaines, tu as un gros marché, mais on te demande justement de préfinancer le temps que l'administration puisse faire toute sa paperasse. Ah, toi, tu es inconscient. Pour que tu sois payé. Et le tout, tu dois préfinancer à hauteur de 2,5 millions. Tu vois qu'il y a 2 semaines, tu avais 5 millions. Si tu avais vraiment séparé pas mal de choses, tu aurais eu toujours un fonds pour continuer à développer ton business. Tu vas toujours réinvestir. C'est ce qui te permet de tourner. Et puis, à chaque fois que tu as une situation du genre, tu peux l'utiliser. Souvent, tu reçois un bon de commande, mais peut-être que tellement tu gères mal aussi ton argent, la banque ne veut pas t'accompagner. Tu fais comment? Tu te retrouves à finalement perdre un marché qui pourrait te rapporter peut-être 10 millions ou bien je ne sais plus combien de millions comme bénéfice. Donc, il y a énormément. Ça, c'est un petit cas parmi beaucoup. Si tu me permets, c'est à cette étape-là, en fait, que tu vois un peu les inconvénients. Je sais qu'on n'a pas encore cité. Oui. Mais parce que
tu peux avoir ton propre argent, que tu seras, par exemple, tu as un bon de commande. Okay. Quand tu regardes les finances de l'entreprise, c'est pas à hauteur de pouvoir préfinancer. Oui. Donc, si, par exemple, toi-même, tu as de l'argent, tu prends, tu investis, oui. en fait. Et bon, du coup, tu as investi. Il y a l'État qui prend son temps pour faire le paiement. Oui, comme d'habitude. Voilà, tu es dans l'attente de plusieurs mois. Donc, du coup, tu es à zéro, quoi. Ah non, ça, j'ai vécu ça aussi. Depuis là, vous payez des millions, là. On fait le PAK. Non, attends. Bon, on va continuer sur la lancée des avantages. Après, on va revenir sur les inconvénients. Oui, il y a un avantage que beaucoup de personnes ne voient pas. C'est déjà l'impact et l'héritage. Quand je parle d'impact et d'héritage, donc pour moi, un entrepreneur, c'est celui qui a une idée. Donc, quand tu as l'idée, et ça revient à la question de quand est-ce qu'on se lance, parce que je n'ai pas pu parler dessus. Pour moi, quand on se lance, le bon moment pour se lancer, c'est quand on a l'idée, qu'on est sûr de l'idée et on se lance. Donc, quand on a une idée qui paraît géniale, donc qui sort de l'ordinaire, forcément, elle aura un impact sur son environnement, sur la société. Donc, après cela, il y a la progéniture donc, de soi, mais bon, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, mais il y a le fait que le business, le projet reste et donc est périn et donc fait profiter d'autres personnes, donc d'autres générations et qui permettent de toucher encore plus. Voilà, c'est pour ça qu'il y a certaines familles qui sont riches à vie. Voilà, donc il y a aussi cette assurance-là. Il y a aussi le fait d'avoir la liberté. Donc la liberté de prendre des décisions, parce qu'en entreprise c'est pas facile de pouvoir prendre en tant que salarié c'est pas facile de prendre une décision. Donc il y a la liberté de prendre des décisions, il y a la liberté de bien manager aussi les finances. Voilà. Bon, après vous avez beaucoup brossé l'ensemble des avantages qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. D'accord. Mais il y a beaucoup d'argent en fait, ça rend riche. Ouais. Ce qui est bien, c'est que généralement au bout de l'effort, il y a la récompense qui... C'est-à-dire, tu trimes pendant... Enfin, si tout va bien, tu peux trimer pendant un moment. Et puis, quand ça vient, comme on le dit, ça rentre bouler. Voilà. Eli, selon toi, c'est quoi les avantages, on va dire, de l'entrepreneuriat? Déjà, le tout premier avantage, selon moi, c'est disposer de son temps. L'autonomie? Non, c'est le temps. Le temps, ok. Et pour moi, il n'y a rien de plus important que le temps dans une activité. Quand tu arrives à disposer de ton temps, c'est-à-dire que c'est toi qui gères ton temps. Personne ne le gère à ta place. En tout cas, ça me plaît. Voilà, ça c'est pour moi, c'est l'un des plus gros avantages. Après ça, je vais rejoindre Pichou sur le volet des décisions. Ok. Quand tu es salarié, après ça dépend de ton niveau de poste. Mais si tu es quelque part en bas de l'échelle, tu subis les décisions, qu'elles te plaisent ou pas. Ok. Tu subis. Pour ajouter, en fait, pour revenir sur ce que Pichou de Castelbajac. En fait, c'est toi qui as l'idée, c'est-à-dire la semence. Ok. C'est toi qui as la semence, donc du coup, tu as comme une force surnaturelle parce que tu crois. Tu crois en cela, tu sais que ça va aboutir, ça va féconder. Ok. On va le dire ainsi. Donc, du coup, je dis parce que tu crois en la chose, parce que tu rêves grand, ça a l'avantage de toujours prendre, même s'il y a quelqu'un, par exemple, qui veut te copier et tout, ça ne pourra pas être à la hauteur, puisque c'est toi, en fait, qui a l'idée. Qui a l'idée de base. Voilà. Et bon, si tu travailles bien, forcément, ça va... Si. Voilà. J'aime bien aussi le point que Pichou a soulevé, notamment l'héritage. En fait, généralement, quand tu fais des choses avec passion, ça réussit au bout d'un certain effort. Parce que quand tu fais avec passion, tu as une vision, ok? Tu fais pas juste parce que, bon, j'ai envie de faire pour avoir de l'argent. Non, c'est pas tous les entrepreneurs. Il y a d'autres qui le font juste pour par effet de mode. Par effet oui, bon, ça, c'est vraiment... Parce qu'ils ne pensent pas à long terme, c'est juste à court terme. Ça j'avoue. On pourrait même prendre un exemple. Le boom des résidences meublées et autres.
quand les gens commencent à... Tout le monde se va investir dedans sans forcément connaître tous les contours, les inconvénients, les avantages, parce que ça va marcher. Je ne dis pas le contraire, mais je dis, avant de te lancer dans un business, prends le temps de bien... Il y a beaucoup d'infidèles à Abidjan. Et il est déconcentré. Donc, moi, j'aime bien le côté héritage dont il parlait, parce que quand tu as une vision de changer quelque chose, d'apporter quelque chose à ta communauté, généralement... Je pense que ça prend quand tu as des efforts et que tu as les moyens qui vont avec. Ça, généralement, ça prend et ça marche. Voilà, c'est ce qui fait qu'on a des marques aujourd'hui, des sociétés aujourd'hui qui ont été créées depuis 100 ans, mais qui vivent aujourd'hui parce qu'elles ont réussi quand même à partager leur vision et à faire comprendre leur vision, à faire épouser leur vision auprès de tout le monde. Voilà. Pichou. Si je devrais te demander, on a parlé d'avantages, si je devrais te demander les inconvénients maintenant de l'entrepreneuriat. D'accord. Tout à l'heure, j'ai dit le salariat rime avec la sécurité. Dans le sens contraire, l'entrepreneuriat rime avec le risque. Gros. Donc, il y a beaucoup de risques. C'est comme se jeter dans le vide. C'est vrai qu'on a l'idée, on a tout, mais il y a l'inconnu qu'on va affronter. Oui. Donc, parlant de risque, on a beaucoup brossé dessus. Donc, le risque de l'argent, donc la gestion de l'argent, le risque de départager l'argent de l'entreprise et son argent personnel. C'est ce qui pousse beaucoup d'entrepreneurs à vite faire. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la moyenne de vie d'une entreprise est de 3 ans. C'est que nous on a lutté quand même. Voilà, on se pose des questions, on se demande pourquoi. Mais quand on regarde le profil des entrepreneurs, c'est de plus en plus des jeunes. C'est vrai que c'est une bonne chose de pousser les gens à entreprendre, mais c'est des jeunes qui vont sans expérience et sans formation, surtout. Sans formation, qui le font par effet de mode, comme Joël l'a dit, mais aussi qui vivent au-dessus de leurs moyens. Parce que disposer de son temps, disposer d'un patrimoine financier peut pousser à prendre des décisions qui ne vont pas forcément arranger son business. Tu peux avoir un business, comme Christ l'a dit, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir 5 millions aujourd'hui, tu vas prendre cet argent-là parce que tes amis t'appellent le boss, on sait que tu travailles à ton propre compte. Les boss. T'as pas des boss. Les boss des boss. Bon, si moi, il t'aime pas, boss. Si il t'aime pas, il y a des magouillards. Mais pour moi, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'argent, on gagne beaucoup d'argent, mais le plus grand risque, c'est vraiment la gestion de l'argent dans l'entrepreneuriat. Le reste, vraiment, je me dis que si on est méthodique, si on est audacieux, on peut vraiment atteindre ses objectifs. Mais quand on réussit à atteindre ses objectifs, qu'est-ce qu'on fait des retombées financières? C'est ça, pour moi, le plus gros risque dans l'entrepreneuriat. D'accord. Joël? C'est pareil, l'endettement. Le gros risque d'endettement. Parce que pour voir son entreprise grandir, atteindre son apogée, comme je peux le dire, on veut investir. Par moment, ça ne marche pas. Mais on va voir les banques de nous financer. On va voir certains collègues pour être et tu t'endettes sans le savoir. Et par moment, ce dans quoi tu es en train d'investir n'aboutit pas. Donc, tu te retrouves à être endetté de plusieurs francs CFA. Voilà, et tu n'as pas forcément des solutions. D'accord. Voilà. Elie, toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, je vais soulever un point important dont Pichou a parlé un peu rapidement. Il a parlé de la gestion financière au niveau des jeunes entrepreneurs. Moi, je ne suis pas entrepreneur. Même si tu l'aspires. Ça, c'est les détails. Mais, quand Pichou a parlé du point de la formation, moi, j'aimerais rajouter, il faut que toute personne qui désire se lancer dans l'entrepreneuriat ait une éducation financière. Mais vraiment, c'est quelque chose de très, très important, l'éducation financière. Aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, tu prends les grands noms, on va dire, en Côte d'Ivoire
qui sont arrivés à un certain niveau, que tu prennes M. Dosongui, que tu prennes la famille Billon, que tu prennes les Diagou, que tu prennes plein d'autres personnes, ces personnes-là, c'est parce qu'au départ, ils ont d'abord eu l'idée, la vision, la discipline, et pour couronner tout ça, ils avaient l'éducation financière. Si tu n'as pas une éducation financière, tu ne pourras pas gérer ton argent comme il se devrait. Pas comme tu le voudrais, mais comme il se doit. Parce que ta manière de vouloir gérer ton argent n'est peut-être pas la bonne. Ouais. Et si elle n'est pas la bonne, elle va te conduire dans le gouffre. Et un autre truc que Joël a dit qui est très important, dont les entrepreneurs ne parlent presque jamais, sauf quand ils sont arrivés là où ils doivent arriver. Mais je pense pour moi c'est important de le dire, c'est l'endettement. Okay. C'est vraiment l'endettement. Aujourd'hui, bon, on appelle ça des levées de fonds. D'accord, mais bon, faut pas se mentir, c'est de l'endettement. Si, tu rembourses. Voilà, tu rembourses. Et c'est le piège de l'endettement. Tu as pris de l'argent avec des personnes. Cet argent ne t'appartient pas. Ok. Cet argent-là appartient à ton entreprise. C'est pas pour toi. Donc, si tu n'arrives pas à gérer ça comme il se doit, finalement, tu seras en train de dilapider des millions et te retrouver à rembourser des millions. Même si on dit que, ah non, c'est pas moi qui dois, c'est l'entreprise, mais l'entreprise est représentée par une personne morale et physique qui est toi. Oui. Donc, si tu dis que ouais, je suis en faillite, nanana, frère, désolé, mais tu vas rembourser notre argent. Ça, c'est clair. Voilà, tu vas rembourser. Même si on va te prendre les pieds en l'air. Mais oui, parce que quand il y a les avantages, tu bénéficies. Donc, quand il y a les inconvénients, tu coules aussi. Donc, il faut vraiment se discipliner. Il faut vraiment s'éduquer financièrement. Prendre le temps que ça va prendre. Ne pas suivre la mode. Ne pas suivre... Parce que, ouais, mes gars, ils ont fait... Mon gars, il est dans l'immobilier, il gagne de l'argent. Mon gars, il est dans le temps, il gagne de l'argent. Moi aussi, j'aime me lancer des trucs comme eux. Non. C'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose qui marche que tu vas venir faire. Abidjan, c'est la mode. Quand quelqu'un vend des gaufres auto que ça marche, tout le monde vend gaufres auto. Mais frère, toi, tu sais où il paye sa farine. Tu sais pas. Peut-être que son sac de farine là, c'est 2000. Il a eu son couloir de ça. Toi, tu viens aussi, tu t'en fais sac de farine 10 000 dans ton corps. 1 mois, 2 mois, 3 ans, tu as fermé. Quand il manquait, non, Abidjan même là, la matière première coûte cher. Mais frère, chacun trouve son couloir. Effectivement. Tu n'as pas trouvé ton couloir, il ne faut pas aller faire ce que l'autre fait. Vous n'avez pas les mêmes grâces, vous n'avez pas les mêmes appels. Trouve ton chemin, tu te mets dedans. La mode, ça passe. Effectivement. Il y a aussi le fait en tant qu'entrepreneur, c'est un risque, hein, parce que c'est un risque de surménage, parce que moi, j'appelle ça la grosse charge de travail. Okay. Tu fais tout. Ouais. Tu fais tout. C'est vrai que tu peux es le commercial, voilà. tu peux travailler avec tu peux travailler avec une équipe, mais tu es obligé de tout faire. Souvent même pas ta vision en fait. Justement, tu es obligé de tout faire. Tu es peut-être celui qui va manager. Donc c'est dur de manager, c'est dur de travailler avec des gens. Tu vas leur apprendre ta méthode de travail, tu vas leur apprendre, inculquer ta discipline, ta vision. Et derrière, tu seras toujours en train de rattraper ce qu'ils sont en train de faire. Tu ne vas pas forcément les blâmer quand ils vont pas aller dans ton sens, mais tu vas toujours être derrière à rattraper ce qu'ils sont en train de faire. C'est ton business. Par exemple, quand Booba penche la caméra, il est toujours obligé d'aller redresser pour lui. Il est là, il fait comme s'il ne sait pas attraper la caméra. C'est vraiment une très très grosse charge de travail élevée parce que, comme il a dit, à chaque fois, tu es obligé de rattraper les choses. Et puis, le client en face, il s'en fout de ton employé, en fait. Ouais, c'est toi qui vois. Par moment, il veut que ce soit le directeur lui-même qui prenne les choses en main. Donc, du coup, tu te trouves à être tout le temps sur le chantier. Bon, comme nous autres, on est dans la construction. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas dit dans quoi il était. On est tout le temps en train de passer à l'arrière pour être en train de vérifier et tout. C'est-à-dire que tu ne peux pas être déconnecté totalement de chaque ouvrier, de chaque personnes qui travaillent dans l'administration aussi parce qu'il faut vérifier tout. Donc du coup, vraiment, c'est une très très grosse charge. D'accord. Alors nous, les salariés, on n'a pas de problème. Voilà. Alors Joël, depuis quand tu entreprends? Depuis 2017. D'accord. Comment tu es passé du salariat à l'entrepreneuriat?
faut nous expliquer, Odula. Faut bien expliquer. Attends. Elle a dit depuis 2017, elle entreprend. Mais quand est-ce que tu as quitté le salariat aussi? J'ai quitté le salariat en 2016. En 2016? Oui. Ah, d'accord, ok. Parce qu'il y en a, en fait, ils sont encore salariés. Non. Ils entreprennent. Et puis, ils se préparent tout doucement. On appelle ça jouer les deux pieds. Voilà. Il fait jouer le corps. Il est là, De base, en fait, j'allais pas prendre cette décision, mais c'est parce que à la fin vers la fin de mon contrat, ça s'est très mal passé. Ok. Donc, comme j'avais acquis de l'expérience dans ce que je faisais, je me suis dit après, pourquoi ne pas être en train de me lancer dans ce dans quoi je suis déjà. Comme j'ai une connaissance et j'ai acquis quand même de l'expérience, pourquoi ne pas être en train de me lancer dans ce domaine-là? D'accord. On parle de quel domaine? Alors, je suis dans l'architecture d'intérieur. Quand je dis architecture d'intérieur, décoration d'intérieur, la construction, notamment le BTP, achat et vente de terrain, et puis gestion des biens immobiliers. D'accord. Ah, c'est ça qui marche à Abidjan. Oui. Ah. Attends, donc, elle a le lait. Attends. On va répondre. Tu as le lait. Tu as le jet. Tu as le jet. Tu as le jet. Ça t'appartient pas réellement, hein, parce que... Non, attends, reprends. Tu as le jet ou bien tu n'as pas le jet? Bien sûr que j'ai le lait. C'est de ça il s'agit. Bon, ok, les gars. Tout à l'heure, champagne pour tout le monde. Samedi, le père est lancé. La marraine est là. La bosse. La bosse des boss. Il n'y a pas de boss, la mais boss. Non. C'est la seule boss qui me respecte à Abidjan ici. Ah bon? Sinon, on ne te respecte pas, boss. Podcast, ça ne faut pas que ça va sortir. Il y a des boss que tu vois là, ce sont des coulés. Hein. Boss, toi, nous, on connaît. D'accord, Pichou. Comment ça s'est fait plutôt ta transition entre le salariat et l'entrepreneuriat? D'accord. Je peux dire que ça n'a pas été facile. Je suis toujours en phase de transition, surtout parce que il faut peaufiner l'idée. Il faut toujours peaufiner l'idée. C'est vrai que ça fait juste 8 mois, 8-9 mois maintenant que l'agence est lancée. Et on est toujours en phase de transition. Par contre, c'est du fait d'avoir eu l'idée, d'avoir acquis de l'expérience et du fait de chercher de l'argent aussi. Voilà, chercher de l'argent parce que on est fatigué d'attendre les fins du mois, par exemple, pour recevoir les mêmes sommes qui sont calculées pour faire les mêmes choses. Pendant qu'on subit encore plus de stress. L'habitude aussi. Il est mieux. Il fait les cœurs. Personnellement, je pense qu'il est mieux d'être stressé pour avoir plus. Et quelque chose qui t'appartient, en fait. Et ça t'appartient que d'être stressé pour avoir quelque chose qui, à n'importe quel moment, peut s'arrêter. C'est ça. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, c'est tout ça qui a poussé, en fait, à se lancer dans la chose d'entrepreneuriat. D'accord, c'est compris. Mais c'est une transition assez longue parce que, comme je l'ai dit, c'est 8 mois, mais pour moi, le bébé, il est encore bébé. Il est vraiment encore bébé. C'est vrai qu'on travaille. C'est vrai qu'on travaille petit à petit, mais le vrai boom va venir dans peu de temps. Mais c'est vraiment... Ça viendra. Voilà. Ça viendra. Je profite en même temps de votre antenne pour faire une petite pub. Vas-y. Alors, faut qu'on commence à facturer avec ça. On va facturer la pub. L'entreprise dont j'ai la gestion oui. a un showroom. Un showroom de vente d'ameublement de maison et d'accessoires de maison, objets décoratifs et tout. Donc, tous ceux qui sont présents sur le plateau, si vous avez besoin... Donne le nom pendant qu'on y est. KN Jarma Entreprise. D'accord, vous êtes situé. Nous sommes situés à Angrichu, sur l'axe CHU rond-point Saint-Viateur. D'accord. Donc, si vous avez besoin de mobilier, pensez... Il y a de belles choses là-bas. Moi, j'ai déjà vu. On est déjà arrivé là-bas. Moi-même, c'est ma belle-sœur. J'ai déjà vu. D'accord. Donc, moi, je voulais demander à Eli. Oui. Faut poser des questions. On va répondre. Eli, mes questions sur les salariés, ce sont des questions pièges. Non, vas-y. J'ai un peu pitié pour toi. Non, t'inquiète pas. Bon, toi, est-ce que à l'avenir, pas forcément proche, mais est-ce qu'à l'avenir, tu comptes entreprendre? Bagnon, nous t'écoutons. Voilà. Oui, à l'avenir, oui, je compte le faire. De toute façon,
Je l'avais déjà entamé il y a quelques années en arrière. Ça n'avait pas fonctionné. Et j'en ai tiré une très grosse leçon. Je n'ai pas été déçu. Bien au contraire, j'ai bien été content même entre griffes que ce soit arrivé. D'accord. Parce que, comme Pichou et Joël le disaient tout à l'heure, quand tu entreprends ton business ou quoi que ce soit, tu dois être toujours derrière. Ok. Tu vois, et c'est l'erreur que moi j'avais. Toi, tu t'étais comporté en investisseur. C'est ça. non, pas en investisseur. Mais j'avais le business loin de moi. Alors que quand tu fais un business, il faut qu'il soit près de tes yeux. C'est comme un bébé en fait. Tu dois prendre soin de lui. Tu dois prendre soin de lui. Ok. Mais la leçon que j'ai tirée de là, c'est que peu importe le business que tu fais, il faut qu'il soit près de tes yeux. Il faut un suivi, Il faut un suivi méthodique, méticuleux. Très Et cette erreur-là, je ne vais plus jamais la commettre. Mais si je n'avais pas commis cette erreur et que celui-là avait marché, j'aurais peut-être investi plus d'argent dans le même modèle et ça m'aurait niqué. Donc, toi, tu vois ça, la perte de cet argent-là. Excuse-moi, Joël, la perte de cet argent-là, pour te consoler un peu, tu vois ça comme si tu avais payé formation et puis tu as eu expérience, c'est ça? Ou bien c'est quoi? Oui, je prends ça comme ça parce que quelqu'un m'aurait parlé, je n'aurais peut-être pas compris. On a compris. Joël? Effectivement, en fait, pour rejoindre Elie, moi j'ai eu ce même cas. Ok. J'étais en voyage, donc j'ai laissé mon assistante être en train de gérer une certaine partie de l'entreprise. Sur les peintures. Ok. Tout le monde sait qu'à Abidjan, seigneurie, c'est quelqu'un. Ok. Ça coûte cher. Donc du coup, je choisis le type de peinture qu'il faut, c'est-à-dire la couleur, et je valide avec elle et puis je pars en voyage. Ok. Et donc le client m'appelle, c'est un bâtiment en fait qu'il faut peindre. Ok. Donc imaginez un peu la quantité de peinture que j'ai dû acheter. J'ai pas envie d'imaginer la suite. Et donc le client, quand j'arrive, à peine je suis à l'aéroport, le client m'appelle, il me dit Madame Yomo, vous allez bien? Je dis oui. Il dit vous avez appliquer la peinture que j'ai choisie? Je dis oui, parce que j'ai eu confirmation que ça a été appliqué. Il dit oui, que bon, moi-même je suis passé ce matin. Il dit ah bon? Il dit mais vous étiez envoyé? Il dit oui, mais bon, je suis là. Ok. Il dit et vous avez vu, vous avez validé? Je dis oui, j'ai vu, j'ai validé, parce que pour moi tout est ok. Il dit ok, c'est qu'il y a un gros problème. Je dis ah bon? Il dit mais parce que c'est pas la peinture que j'ai commandée avec vous, c'est pas ce qu'on a choisi. Et donc là maintenant j'arrive sur le chantier. Je vois qu'effectivement, en fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a choisi. Les gens devaient peindre ça en noir, ils ont fait jaune. Ils ont fait jaune. Wow. Donc, du coup, tu fais comment? Tu rembourses. Le client a déjà payé. Tu rembourses. Tu rachètes encore. Dans ton argent. Et souvent même là, ça dit, quand tu vas vouloir racheter encore, ça dépasse ton bénéfice en fait sur le marché. Parce qu'en plus de racheter encore la peinture, il y a l'ouvrier que tu dois être en train de payer à nouveau. Ouais. C'est un gros risque. Vraiment, c'est comme tu mets de l'huile sur le feu où tu as un bébé qui est en train de... qui fait 4 pattes. Il faut veiller sur lui pour ne pas qu'il se blesse, pour ne pas qu'il se salisse. Il y a tout ça, en fait, qu'il faut... Qui rentre en ligne de compte. Oui. D'accord. Pichou, toi, tu as vécu un truc malheureux? Oui. Pas malheureux, expérimental. Bon, j'ai dit, toi, tu as dit ça pour te consoler. Sinon, quand ça te frappe là, tu as mal d'abord. C'est après, maintenant, pour te consoler là, tu dis, bon. Michel voulait mettre mon gars en prison. Si ça arrivait, bon, quelque part aussi, c'est bien. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. On va dire ça. C'est à peu près dans le même sens. Déjà, il faut comprendre que moi, je suis fils de sérigraphe. Donc, ça je sais. Je faisais un peu tout ce qui était sérigraphie, donc confection et conception de t-shirts et tout pour certaines entreprises. Donc, je travaillais dans l'entreprise familiale, mais j'avais un petit gombo à côté et tout. Et vous savez, le client te dit ce qu'il veut. Tu es sûr de ce qu'il veut. Tu retransmets aux ouvriers, ils te font n'importe quoi. C'est pareil. Donc, c'était pour une église en plus. Ils m'ont contacté avec la qualité de t-shirt qu'ils veulent, donc le coton N40, avec le type d'imprimerie, Texilac, tout ça, tout ce qui rentre en ligne de compte. Donc moi, j'achète tout. Premièrement, on le fait
on livre le client, il est satisfait. Donc, il me redonne une grande quantité maintenant. C'est que la grande quantité, là, moi, j'ai confiance aux couturiers et aux imprimeurs. Donc, je leur ai dit, bon, écoutez, faites ça. Moi, je dois partir. En ce moment, j'étais étudiant. Donc, je dois aller au cours et tout. Donc, faites ça. Et puis, j'avais des compos en ce moment-là. Donc, gérer comme ça, faites des photos, vous me faites des photos et tout. Les mecs, ils le font. Et le premier, déjà, on fait un échantillon. L'échantillon, ils ne me montrent même pas. Ils font les découpes en même temps. Ils mettent tous les tissus ensemble. Ils découpent les tissus. Donc, ils font toutes des fausses tailles. Et ils n'utilisent pas le coton qu'il faut parce que le 1,40 coûte un peu plus cher. Par exemple, si ça coûte 1200 par exemple le kilo. Excusez-moi, Pichou, il travaille dans quoi? Je suis dans la communication. Ok. Mais je fais tout ça aussi. D'accord. Donc ça coûte plus cher. Donc il va acheter par exemple un 30 pour lui avoir ses marges. Et comme il n'y a pas grande différence pour quelqu'un qui ne connaît pas, toi tu connais, tu viens, tu touches le truc, mais tu dis mais c'est pas ça. Et forcément quand tu arrives devant le client, forcément il va le savoir. Comment tu vas faire pour donner au client? Tu es obligé de tout reprendre. Et puis le reste par exemple, tu lui dis bon ça c'est ton cadeau. Et puis tu lui expliques clairement que non, par honnêteté que c'est une erreur qui a été commise, mais on a rattrapé et il voit quand c'est comme ça. Toi, tu perds, mais tu ne perds pas vraiment parce que tu gagnes la confiance du client. Effectivement. Mais c'est vrai que tu as perdu de l'argent. Tu as perdu non seulement ton bénéfice, et l'argent encore qui t'appartient toi-même puisque tu vas investir. Et voilà. L'expérience que tu viens d'expliquer là, c'est ce qui m'a fait fuir tout ce qui est imprimerie et autres là. Parce que quand tu gagnes bien, mais quand à Ramba, ça vient lourd. Imagine, vous produisez peut-être 10 000 t-shirts ou bien 10 000 calendriers et puis c'est pas aux proportions voulues, il y a des choses qui manquent et que le client il refuse tout ça. Tu fais quoi avec toute cette quantité là? Sans oublier que soit tu rembourses ou soit tu reproduis quelque chose de bien meilleur. Souvent même, il n'y a plus de temps pour faire parce que peut-être c'était pour un événement, l'événement est arrivé et puis voilà. Donc c'est pour un événement. Il a besoin de ça, par exemple, pour le massa. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec si tu te mets à reproduire encore et que le massa est fini? Effectivement. Il va te dire, mais je ne veux même plus, donne-moi mon argent. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Donc, il y a beaucoup de risques. Par exemple, dans le domaine des t-shirts, les qualités des t-shirts reflètent la qualité de l'entreprise. Oui. Grave. Donc, tu ne peux pas faire pour une grande entreprise, tu ne peux pas produire en fait, un produit fini de bas de gamme. C'est irrespectueux. Tu vois, donc quand c'est comme ça, ça fait 2 fois plus mal parce que ça ternit ton image toi-même. Et puis encore, tu perds de l'argent. Tu as fait pour une entreprise t-shirt de Mariam et Hamza se marient. Donc, tu as quel problème? Non, tu vois, non, je veux dire, c'est le t-shirt de, tu vois, un peu de tout le monde. Non, tu peux dire Rigobert et... Non, mais c'est vos parents qui font un t-shirt de mariage. Généralement, la qualité, c'est pour tout le monde, tu vois. Alors et c'est quand tu as des mariages, on a apporté t-shirt. Et tout est poli. Elle est bien envoyée, celle-là. Moi, en fait, s'il y a une leçon que j'ai pu apprendre de ce genre de choses-là, c'est que tant que tu n'as pas livré, tant que le client n'est pas satisfait et que vous mettez dossier classé là, faut pas toucher l'argent pour toi-même. Il y a des qu'ils ont non, mais souvent même là, c'est fini. Souvent tu n'utilises pas pour toi-même. Oui. Tu as su 2 ou 3 projets. Ok. Donc parce que l'autre stagne un peu, c'est-à-dire le client prend du temps à être en train de financer et tout. Donc du coup tu prends le gain d'un autre côté, tu réinjectes. Voilà, tu réinjectes. Et tu fais comme ça crée une instabilité après. Et ça revient à une thématique qu'on a abordée tout à l'heure, la gestion de l'argent de l'entreprise. Oui. C'est pas parce que le marché a été fini, tout s'est bien passé, que tout l'argent que tu as gagné, tu vas le dépenser personnellement, tu vas t'acheter une nouvelle voiture et tout. Honnêtement, on ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat sans avoir une base d'éducation financière. Parce que de façon perso même là, si tu n'as pas une bonne éducation financière, tu ne vas pas t'en sortir. Toujours, tu es en train de couper à gauche, à droite pour arrondir les fins du mois. Toujours, c'est toi qui cherches à arrondir les fins du mois parce que justement, tu as un souci avec l'éducation financière. Et aussi l'erreur, pardon, je te vas-y. L'erreur qu'on a, c'est qu'on se dit que bon, c'est notre entreprise. Donc, c'est mon on ne se fixe pas de salaire. Moi, j'ai fait ça longtemps. Hein. Moi, j'ai dit ça aussi. Tu ne te fixes pas de salaire, mais entre-temps, ce que tu puises dans la caisse... C'est plus que le salaire. Ah non, laisse tomber. Effectivement. Laisse tomber. Donc, quand tu es entrepreneur, tu dois te fixer un salaire. D'accord. Voilà. Jusqu'à quand? Jusqu'à toute la vie. Jusqu'à quand? Toute la vie. Parce que tu as des besoins personnels, en fait. Non, mais après en fait, le truc, c'est que
tu as les bénéfices après, tu as les dividendes et autres. Mais de base, vu que en tant qu'entrepreneur, mais n'oublie pas que tu es salarié parce que tu produis de l'énergie. Enfin, tu travailles dans l'entreprise. Voilà. Donc, tu as ton salaire, c'est-à-dire que tu es salarié dans ton entreprise. Et puis maintenant, quand on va dire... en fin d'année, tu te prends des bonus toi-même. Voilà, parce que... bonus 100 millions. En fait, c'est ce que tu ne fais pas. Et puis après, tu te permets de dire non. Bon, de toute façon, moi, je n'ai pas de salaire. Donc, je peux me permettre de renouveler ma voiture. Je peux me permettre de faire des achats pour embellir encore ma maison. Ou bien, bon, de m'offrir des bijoux. Voilà. Bien ça aussi. Alors, Joël, je voulais demander... toi qui entreprends depuis quand même 2017, ça fait quand même beaucoup. Quel a été le réel... Ça fait 7 ans. 7 ans. Quel est le réel impact qu'a l'entrepreneuriat sur ta vie personnelle? L'entrepreneuriat t'éduque. Ok. Oui. Ça te discipline. Ok. Ça te discipline beaucoup. Si tu étais une personne, bon moi... Un peu évasif. Voilà. Ça t'ordonne, ça t'éduque. Et puis, il y a ce plaisir que tu as, cette joie que tu as pour te dire que des gens comptent sur toi. Donc, du coup, tu dois donner le meilleur. De cette même manière que tu rêves grand, tu dois emmener ces personnes qui te regardent à rêver grand comme toi. Voilà. D'accord. Pichou, même question. Je veux dire, c'est vrai que je suis beaucoup bosseur, mais ça m'a encore poussé à plus bosser. De ma posture actuelle, moi je n'ai pas assez d'années d'expérience comme Joël, mais de ma posture actuelle, ça m'a poussé beaucoup à bosser, donc à retravailler encore ma discipline, et puis vraiment à développer mon mindset, vraiment à avoir la vie autrement, voilà, avoir la vie autrement en tout cas. Sinon, c'est toujours bien passionnant de savoir que des gens comptent sur toi. Déjà, tu as la famille qui compte sur toi parce qu'ils savent que ce n'est plus comme avant où chaque fin de mois, on a quelque chose de fixe qu'on va départager dans la maison. Ils savent que maintenant, il va falloir s'y attendre. Parfois, c'est ça, parfois, c'est pas ça. Il y aura des fêtes, il n'est pas mûr. Voilà, jusqu'à ce que ce soit bien stable. Donc, il y a la famille qui compte sur toi, qui t'envoie des ondes positives sur le projet sur lequel tu travailles. Et il y a aussi, par exemple, tes collaborateurs avec qui tu commences aussi, qui croient en toi. Et ça fait vraiment... Ça a un bon ressenti, en tout cas, sur ma personne. Et ça me pousse encore à travailler encore plus. Effectivement. Et on a cette joie-là quand on arrive à relever des défis, de voir que ça a servi à un exemple, ça a servi à relever l'entreprise. Moi à un moment, j'allais laisser tomber. Carrément. Ok. Parce que je voulais ouvrir le showroom. Ok. Et l'investissement était très gros. Ok. Et donc, du coup, prendre le local. Bon, on sait à Abidjan ici, quand tu prends un local, il faut payer pas de potes et tout. La plus grosse donc, arnaque. voilà. Ah ouais. Et quand on te donne les magasins, par moment, c'est vraiment à l'étape très, très brute. C'est-à-dire, ils ont juste fait les gros travaux. Et puis, comme ils le disent, les grands œuvres. Voilà, les gros œuvres. Les gros œuvres, voilà. Et maintenant, toi, tu as l'opportunité de modéliser comme tu veux. Ok. Donc, ça te donne de déployer beaucoup de moyens. Et donc, du coup, j'avais absorbé toutes les finances de l'entreprise pour pouvoir réaliser ce projet. Mais à la fin de la journée, je ne pouvais pas être en train d'aménager. J'avais fini les travaux, j'avais déployé tout ce que je devais faire, mais je ne pouvais pas être en train j'avais avancé sur la marchandise que je devais prendre. Si. Maintenant, le reste, je n'avais plus. Donc, mes employés m'ont dit, madame, on rebrousse chemin. Jamais. On repart dans l'autre local. Jamais. On a une stabilité là-bas financière. De toutes les façons, ils vont nous rembourser notre part de pote qui est quand même élevée. Conséquent. Voilà. Et on revend carrément ce qu'on a fait là à une autre personne. J'ai dit non, je ne suis pas de ce genre de personne en fait qui rebrousse chemin. Jamais. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais étant une personne chrétienne, je tiens à préciser, j'ai prié et puis Dieu m'a fait grâce. Et quand on est sorti de là, ça a donné un autre regard à mes employés face à moi. Pour se dire, ah, madame, vraiment, je veux davantage être fidèle,
travailler toujours avec vous parce que j'ai vu où on était. On vous a encouragé à rebrousser chemin. Vous avez cru, vous avez regardé tout droit et aujourd'hui, voilà où on en est. Donc, du coup, ça crée une joie, ça crée une satisfaction. Vraiment, l'entrepreneuriat mérite d'être vécu par tout le monde. C'est quelque chose de magnifique. Il y a du chaud et il y a du froid. C'est ce mélange-là, en fait, qui... Voilà. Mais après, tout le monde n'est pas destiné à entreprendre. Hein? Oui. Non. Tout le monde n'est pas destiné à entreprendre. Et puis, il y en a qui se plaisent dans leur zone de confort parce que c'est cette zone de confort-là qui va au mieux avec eux. Tu leur sors de leur zone de confort, ils s'éteignent. Ils ne vont vraiment pas se retrouver. Donc, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Je pense que avant de vouloir entreprendre, il faut vraiment mesurer pas mal de choses, les avantages, les inconvénients et autres. On a dit, Pichou a dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat, ça va avec risque, ok, et gros gain. Oui. Et vous avez le salariat qui part avec sécurité et gain, on va dire, un peu moyen. D'autres diront que, mais écoutez, Messi, il est salarié, mais je suis désolé, quand on donne des exemples dans la vie, on part toujours sur la généralité. Il y a combien de salariés qui sont milliardaires ou qui sont millionnaires et autres? Il y en a combien? On va prendre, il y en a combien? Par rapport, quel est le ratio par rapport à la population? Et puis, il y a combien d'employés, d'entrepreneurs qui sont hyper riches? Voilà, donc c'est quelque chose, c'est une amalgame à ne pas surtout faire. Pichou, est-ce que tu as une expérience, je vais dire, en tant qu'entrepreneur que tu aimerais nous partager? C'est un peu une expérience, je veux dire, douloureuse, mais... Oui, justement, en fait, c'est ce que je veux savoir. Comment est-ce que tu as réussi à remonter la pente? Ou bien tu es toujours dans la pente? Non. Souvent, il est bon de mieux reculer, de reculer pour mieux sauter. Oui. Il y a un client, par exemple, avec lequel je travaillais qui bosse dans la parfumerie. Okay. On a commencé à travailler le premier mois. Parce que lui, il est beaucoup vendeur. La stratégie, c'était vraiment de créer une marque en fait derrière lui pour lui permettre d'être bien visible et de se positionner en tant que quelqu'un de luxueux avec les produits qu'il est en train de faire pénétrer sur le marché. Donc, il y avait et le marketing à gérer et la publicité à gérer. Donc, ces deux aspects-là, j'ai d'abord rédigé la stratégie marketing pour lui amener, la strat-com pour lui amener et tout. Je devais non seulement gérer la distribution de ces produits donc dans les différentes surfaces et gérer tout ce qui est image qui va avec. En termes d'image, lui, il me dit que c'est un vendeur. Donc, en fait, le premier mois, on lui présente les résultats. Il me dit que lui, il veut qu'on change la stratégie qu'on lui avait envoyée au préalable parce que lui veut vendre directement. Je lui ai dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Soit on travaille en fonction de... Moi, c'est moi l'expert. On travaille en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé, soit on ne travaille pas. Ouais. Donc, on a rompu le contrat, naturellement, et moi, je me suis concentré à de plus en plus travailler et à rechercher encore un autre persona qui me permettra, par exemple, d'avoir non seulement des marchés pérennes, donc des marchés sur le long terme, et de ne pas avoir ce genre de situation-là. En tant qu'entrepreneur, il faut savoir aussi laisser des marchés qui peuvent te donner des rembats derrière. Voilà. Ok. Joël, comment... Tu veux dire un truc? Non, allez. Comment je veux dire, est-ce que tu as une situation ou comment remonter la pente quand il y a de gros problèmes? C'est vrai que toutes les entreprises ont ces réalités, mais je dis de façon morale, quel devrait être le mental même de l'entrepreneur lorsqu'il rencontre des soucis en fait dans la gestion de son entreprise? C'est de toujours rester positif. Ok. C'est de toujours rester positif parce que il y a des situations en fait qui t'emmènent vraiment pour... Ça joue beaucoup sur le mental. Mais c'est parce que tu crois en la chose, parce que tu te dis à tous les moyens, ça va réussir. Que ça pourra être en train de réussir demain. D'accord. Élie, tu penses que quel devrait être le mental d'un entrepreneur lorsqu'il rencontre des difficultés? D'avoir le mental du fouille. Toujours sauter sa machette à côté. Non, en fait, on dit ça comme ça, on en rit, mais vous allez comprendre. Il doit toujours avoir le mental du fouet. Ça marchait sur le côté.
Non, je vais vous expliquer. Comme on a dit quand on a commencé le podcast, on disait que l'entrepreneuriat rime avec risque. D'accord? Et quiconque est prêt à prendre des risques doit s'armer d'un mental d'acier. Ok. Parce que rien ne te sera donné. Okay. Rien. Bien au contraire. Bien au contraire. Tu auras des clients comme Pichou a dit qui vont venir te faire miroiter un beau projet et quand tu t'engages dedans, ils te laissent en route. Ouais. Et pour ces clients-là, c'est pour eux il faut avoir la machette. C'est ça. C'est-à-dire que quand ils viennent t'en mettre là, tu coupes le lien, tu le jettes. Mais est-ce que tu peux couper pour jeter? Si, tu peux couper. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir le mental. C'est-à-dire qu'il y a des clients que tu dois être capable de refuser. Effectivement. Ok. Tu dois être capable de refuser parce que ces clients vont venir peut-être, je dis n'importe quoi, avec des beaux montants, mais qui au finish vont te ruiner ta réputation. Okay. Ils vont te ruiner ta réputation. Parce que c'est des gens qui, je veux ci, non, je veux pas ci, je veux ça. Mais à la fin de la journée ou bien à la fin de votre collaboration, on dira, mais qui a travaillé sur ça pour toi? Ah, mais c'est la femme là, quand jamais a joué là, mais elle a foutu la merde. Bah ouais, elle ne fout rien. Pourtant, c'est lui qui a fait que ce travail a été. Effectivement. Mais qui paye les pots cassés, c'est toi. C'est ta réputation qui est entachée. Justement. Donc, il faut avoir ta machette à côté. Justement, Eli, tu as tout compris. Maintenant, je voulais te demander, est-ce que il y a moyen de se former pour être dans l'entrepreneuriat? C'est-à-dire, en tant que salarié, quand tu as envie d'entreprendre, est-ce que quelles sont les petites stratégies qu'il faut essayer de trouver pour parce que généralement, vous avez, dans un premier temps, vous avez une auto-formation d'abord. Comme mon ami l'a dit, il a perdu son argent. Vous avez d'abord une auto-formation sur le terrain. Mais souvent, il y a moyen aussi de peut-être apprendre auprès des dévanciers, de peut-être apprendre sur des formations en ligne, de peut-être suivre des colloques, des séminaires, enfin, des choses comme ça. Comment est-ce que vous voyez le côté formation? Parce que entreprendre la gestion même, c'est vraiment un métier à part entière. Donc, comment est-ce que vous avez eu à vous former dans l'entrepreneuriat ou bien c'est sur le tas, vous vous êtes cogné la tête et puis vous avez appris de vos erreurs? Bon, moi, je vais dire en fait qu'aujourd'hui, on a la grâce de voir beaucoup d'entrepreneurs qui, quand ils réussissent, sortent des livres. Donc, c'est vrai que certains livres ne sont pas de très beaux exemples. Mais beaucoup aussi sont utiles. On a beaucoup de livres, on a beaucoup de formations en ligne aujourd'hui qu'on voit qui sont à profusion, qui permettent de pouvoir avoir un regard plus large sur l'entrepreneuriat. Donc, on peut se former facilement aujourd'hui, mais personnellement, c'est la lecture. La lecture, les recherches. La lecture, les recherches et comment vraiment rester constant dans un mindset positif. C'est ça. Voilà. À partir de ça, comment on trouve le terme là? L'autodidacte qui est en moi se développe tout seul. Voilà. Ok. Joël, toi c'était quoi? Comme tu as travaillé dans le domaine, tu as appris en même temps. Mais ça, c'était la formation du métier. Maintenant, en tant qu'entrepreneur pour la gestion, est-ce que dans ton ancien poste... Ok. Donc, j'allais demander, est-ce que dans ton ancien poste, tu gérais déjà? Oui. Parce que généralement, c'est vrai que c'est différent, mais c'est un peu plus... Tu as déjà certaines bases, comme par exemple, tu es DG d'une entreprise, tu es gérant d'une entreprise, et qu'après ça, tu vas maintenant créer la tienne où tu gères. C'est vrai que cette fois-ci, c'est pour toi-même. Il y a certaines choses qui sont différentes, mais je dis, tu as déjà une base de gestion. Moi, en tout cas, j'avais eu la grâce d'avoir cette base d'abord parce que je gérais une entreprise. D'accord. Voilà, la directrice n'étant pas là, donc c'était moi qui gérais l'entreprise. Mais aussi, je dis, on ne se base pas sur ça entièrement. Parce que quand tu finis, il faut toi-même te documenter, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, aller sur du coaching. Voilà, se faire coacher par les dévanciers. Quelqu'un qui est dans ton domaine, tu sais qu'il a de l'expérience. Tu pars l'approcher pour voir comment il a débuté, comment il gère son entreprise. Tu es toujours dans ses bottes en fait. Ok, je vois.
Ouais, je vois, parce que la formation, ça compte beaucoup. Hein. Pichou disait qu'il y a environ, on va dire, le cycle de vie de moyen des entreprises, des nouvelles entreprises ivoiriennes, c'est 3 ans. Mais il faudrait vraiment savoir pourquoi c'est 3 ans. Et donc, je pense qu'il y a aussi la formation, il faut qu'on puisse savoir plus ou moins où est-ce qu'on va. Il y a pas mal de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il faut avoir un moral. Il y a aussi la formation. La formation, mais il faudrait aimer ce que tu fais. Oui, c'est pour ça que je parlais de passion au départ. Faut pas rentrer dedans. Il faut faire par passion, il faut faire par amour. Parce que la passion et l'amour t'emmènent à te surpasser. Ok. Ouais. Voilà. Quand tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'es pas passionné de ce que tu es en train de faire, quand les challenges, les difficultés vont venir, tu vas baisser tout de suite les bras. Mais quand il y a l'amour qui t'entraîne, l'amour, la passion en fait qui te motive et tout derrière, quand les difficultés viennent, tu te dis non, je vais trouver le moyen d'en sortir. D'accord. Pichou, un salarié qui souhaite devenir entrepreneur, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais déjà de savoir ce qu'il fait. D'accord. De savoir ce qu'il veut faire. De prendre le maximum d'informations sur ce qu'il doit faire et ce qu'il veut faire. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tout le monde n'est pas voué à être entrepreneur. Oui, il y a des aptitudes, on peut dire innées, ou bien des aptitudes qui pourront être travaillées, qu'une personne aspirant à être entrepreneur doit avoir. Okay. Donc vraiment avoir un moral, savoir couper les ponts, donc avoir le mental d'acier, donc le mental du fouet, vraiment savoir couper les ponts et ne pas dépendre de quelque chose. Il faut avoir ça déjà en tête parce que ce sera difficile d'attendre la fin du mois et puis je regarde ton téléphone, le virement n'est pas passé. Ce sera compliqué. Donc c'est vraiment de savoir vraiment ce qu'il veut et de vraiment travailler toujours constamment. C'est vrai que ça ne finit pas, mais travailler constamment sur l'idée. Sur l'idée qui va toujours la peaufiner, toujours l'améliorer, la faire grandir, l'emmener. Donc c'est vraiment savoir ce qu'il veut, prendre le temps de se documenter. Devrait-il, comme il a dit, accrocher sa main d'abord quelque part avant de retirer, ou bien il laisse son emploi et se lance directement dans l'entrepreneuriat? C'est un gros risque, donc il risque tout. Chacun est libre. Mais s'il a la possibilité, c'est-à-dire de faire un peu parallèlement, et puis quand il voit que ça commence à être prenant, ça commence à donner un peu de fruits, il se dit, bon, si je mets 10%, bien 20% de mes efforts moi, je dedans. connais quelqu'un qui vit ça, qui est peut-être dans la salle. Ok. Voilà. Le fait et puis Harry. Tu n'as pas ton temps. Okay. Et ça t'épuise, en fait. Okay. Ça te bouffe ton temps. Puisque tu dois t'occuper de ton bébé et tu dois t'occuper de l'enfant de autrui. C'est difficile. Ouais. À la fin de la journée, moralement, physiquement, tu es épuisé, en fait. Ouais. Mais en temps, il y a le risque aussi de prendre de sortir du salariat. Hein? Et puis, tu te retrouves à ne plus avoir de salaire alors que tes charges, elles sont là. Hein? Mais quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tout de suite, tu n'as pas de bénéfice tout de suite. Hein? Donc, tu fais comment? Tu économises d'abord. Ça sera ton expérience. Dans la galère. Bah ouais. Moi, tu te dis au moins ce que tu... Non, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Vous êtes d'accord aussi. Quand j'ai dit de savoir ce qu'on veut, c'est vraiment de se préparer. Donc, que ce soit financièrement, moralement aussi. Donc, il faut vraiment se préparer. Non, prendre un an ou deux, se maximiser en termes d'épargne pour se permettre de pouvoir vivre en fonction de son business model. Non, mais c'est sûr. Parce que si ton business model doit te permettre de décoller ton idée en 3 mois, il faut que tu aies suffisamment d'argent pour vivre pendant je 3 mois. Voilà. Vas-y. Et aussi, il faut avoir suffisamment d'argent pour injecter dans l'entreprise. Et cet argent-là, tu le prends où? C'est ça. On va pas te prêter directement comme ça. Il faut que tu fasses des preuves. C'est ça. Donc, il faut se préparer financièrement afin d'injecter. Allez chez les vieux maracas là. Parce qu'en fait, moi aussi, je suis d'accord avec. Moi, je me rappelle que quand je me lançais, j'avais quand même près de 10 comme ça. Mais tu avais non. beaucoup, mais tu t'es t'es pas lancé, tu t'es envolé. La bosse. Je suis pas sortie de là comme ça. Ok. Voilà, je me suis dit, bon, je me prépare bien. Ok. Voilà. Non, mais parce que moi aussi, je suis d'accord. Parce que, tu vois, tu as des charges et du jour au lendemain, tu abandonnes. Tu t'en vas te lancer dans quelque chose.
c'est vrai, quand tu te lances, généralement, c'est parce que tu crois au projet que tu te lances. Mais il y a ce que tu penses et puis à ce qui pourrait se faire. Souvent, même, tu fais ton business plan et autres et ça ne marche pas comme tu aurais voulu. Donc, il y a tout. C'est vrai qu'on a dit que entreprendre, c'est avoir le goût du risque. Mais je pense qu'il faut vraiment bien préparer son départ du salariat. Sinon, tu vas sentir ça. Exactement. Parce que moi, ce que les gens font, vous savez, tout le monde veut être dans un bureau, tout le monde veut être costumé quelque part, faire un petit selfie. Moi, j'ai crêché peut-être pendant 3 à 4 ans. Je travaillais depuis ma voiture, ma maison. J'ai mes documents dans ma voiture, j'ai mon imprimante. Je suis au plateau, je cherche mes marchés. J'ai fait ça peut-être pendant 3 à 4 ans avant de prendre un local. Voilà, pour être stable vraiment financièrement. Parce que tu vas pas employer quelqu'un et puis à la fin de la journée, demain tu as dit c'est-à-dire que non. Ouais. Il y a tous ces contours-là en fait qu'il faut vraiment regarder. D'accord, je pense qu'on a longtemps parlé. Eli, tu as quelque chose à dire? On a parlé des salariés aussi. Mais les salariés, là, on a parlé de vous. On t'a demandé, tu as quelque chose à dire. Tu dis, non, parce que tu ne veux pas trop parler. Il ne faut pas lundi, ils vont te donner tes 2 photos. Non, mais pour dire vrai, je pense que chacun nage dans l'eau dans laquelle tu sens le mieux. Vous voyez, comme tu le disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas appelé à devenir entrepreneur. Si tout le monde est entrepreneur, qui va travailler pour qui? Vraiment. Voilà, il faut qu'il y ait des salariés, il faut qu'il y ait des entrepreneurs. Cependant, si tu ne sens pas la chose, ne le fais pas. Si tu sens la chose, avant de t'engager, mets les pieds tout droit devant, prends le temps de t'informer, prends le temps de te renseigner. Va écouter les expériences des autres. Ne regarde pas ce que tu vois dans les vidéos, Facebook, TikTok. Non. Va à la source. Va leur demander comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont traversé. Et si tu es sûr de pouvoir prendre le risque, tu le prends. Le salarié, on a dit que pour lui, tu vas au travail, tu viens le soir, à la fin du mois, tu as ton argent et tout. Mais le salarié, il a également des contraintes. Pas au niveau de l'entrepreneur, mais il a également on a des contraintes de performance aussi. Effectivement. Tu vois. Et quand tu n'atteins pas cet objectif-là, il y a les répercussions aussi qui vont avec. Donc, le risque aussi dans le salariat, c'est que du jour au lendemain, tu peux perdre ton emploi. Ouais. Si peut-être une erreur de ta part, qui est considérée comme une faute lourde, tu es licencié, après combien d'années d'expérience, sans rien. Tu vois? Donc, il y a les risques partout. Après, c'est à toi de pouvoir transformer l'environnement dans lequel tu es pour qu'il te soit profitable, pour que tu sois à l'aise dedans. Voilà, aujourd'hui, tu as des DG, des directeurs d'entreprise qui gagnent des 50 millions, des 60 millions. C'est pas leur entreprise. Ça ne leur appartient pas. Ils sont salariés, mais ils ont des millions. Il y en a qui sont payés. Moi, je connais des gens qui vont prendre leur avance sur salaire dans sachet bleu. Non, je ne blague pas. Ils prennent ça dans sachet bleu. C'est pas impossible. Donc, imagine à combien le gars il est payé. Moi, j'en connais qui font 2 semaines à Abidjan, 2 semaines ailleurs. Ou bien il est là une semaine, il n'est pas là pendant 3 mois. Mais c'est payé. Mais c'est un salarié. Vous voyez, voilà. Donc après, il y a la formation, il y a tes compétences. Effectivement. Et puis, il y a... Il y a beaucoup plus à parler de compétences. Parce que c'est à partir de compétences. Parce qu'on a l'impression que les salariés sont malheureux. C'est l'impression qu'on a. Non, on n'est pas malheureux. Non, je viens. Pourquoi malheureux? Non, je viens. Donc toute la planète est malheureuse alors. Parce qu'il y a plus de salariés. Non, je parlais. Ce qu'il dit, c'est très vrai. C'est l'impression. Malheureux. En fait, le salarié en fait a peur de l'inconnu. C'est-à-dire? Non, je ne suis pas forcément d'accord. Si vous on le laisse aller au bout de son idée. Il y a eu une trend concernant ce sujet-là entre les salariés et les entrepreneurs où on dépeignait en fait le fait que les salariés aient une routine, se lèvent, doivent répondre à des obligations professionnelles bien précises, tout ça. On a l'impression qu'ils sont malheureux pour le simple fait qu'ils n'ont pas cette liberté financière qu'un entrepreneur peut avoir. C'est ça. C'est pour l'impression. C'est vraiment une impression. L'impression. Par contre, un salarié,
en fonction de ses compétences, peut être très, 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 très bien payé et heureux. Il y a beaucoup de salariés qui sont riches et qui sont devenus riches grâce à leur salaire. Oui. Partant de la compétence. Plus tu grandis dans ton travail, plus tu avances. Je vais prendre un exemple très simple. C'est une personne que j'admire beaucoup qui s'appelle Vincent Cadio. Ok, oui, il fait un peu de conférences. Il fait beaucoup, il fait même pas un peu, il fait beaucoup de conférences. Je connais. Il est aujourd'hui considéré comme la personne qui a le plus aidé les jeunes à l'insertion professionnelle parce qu'il a beaucoup donné des conférences et des formations sur comment rédiger un CV, comment maintenir. Le gars, il te remplit le palais de la culture pour ça, il a 4000 places. Justement. Non, je le connais. Et il a pour mentor... Le gars de Lille, non? Oui, le gars de Lille. Il a pour mentor Grant Cardone. Aujourd'hui, quand il fait son bilan, c'est quelqu'un qui ne fait pas plus de 3 ans dans une entreprise. Il dit, j'étais ça... Avant ça, j'étais ça. Avant ça, j'étais ça. Il a bossé dans les plus grandes boîtes de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire ici. Il a été directeur pays. Il a voyagé dans presque tous les pays. Voilà. Mais son salaire, imagine, frère. C'est vrai qu'il fait ses formations, il vend ses livres et tout, mais il est salarié. Il est riche grâce à son salaire. Et il reproduit, il productivise, en fait. Comment je veux dire, il multiplie son argent en partageant ses connaissances. Mais c'est à partir de ses compétences-là qu'il a atteint ce niveau-là. Quelqu'un qui est rentré en tant que marketeur dans une entreprise qui se retrouve directeur au-dessus de tout le monde. Il faut quand même saluer ça. Il faut le faire, il faut le faire. Mais je pense que ce que tu as dit concernant la compétence, que tu sois salarié ou entrepreneur, la compétence, elle tient toujours. Ouais, effectivement. Elle est toujours importante parce que c'est la compétence justement qui va te permettre de faire du chiffre. C'est ça. Sans compétence, que tu sois entrepreneur ou salarié, ça ne va jamais marcher. Tu es salarié, tu n'es pas compétent. Un matin, tu donnes tes 2 petites photos et puis basta, quoi. Tu as quoi avec des je tiens aux 2 petites photos. Mais quand tu viens déposer tes papiers, après, on te demande 2 photos. On te demande 2 photos, non? Mais quand tu es chassé, on te donne 2 photos. On te rend tes 2 photos. De toi-même. D'accord, les gars, je pense qu'on a longtemps parlé sur le sujet. Si chacun devrait dire un mot ou du moins devrait conclure, qu'est-ce que Joël dirait par exemple comme conclusion? Comme je l'ai dit, c'est passionnant. Il y a beaucoup de risques. On dit, toi, tu as le goût du risque. Bon, elle peut parier. Elle va me donner le code de Donc, c'est en même temps passionnant. C'est bien parce qu'il y a un gros gain derrière, mais en même temps aussi, il y a un gros risque de finances et tout. Mais c'est quelque chose à la fin de la journée qui mérite d'être vécu. Ok. Voilà, c'est ce que je peux être. D'accord. Elie? Alors, moi, je dirais que chacun a la liberté de choisir ce dans quoi il veut faire. Ok. Et surtout, je pense que la chose la plus importante qu'on doit regarder, selon moi, c'est l'impact que ce qu'on fait a sur les autres. Si tu penses qu'en tant que salarié, tu as un impact considérable sur ton environnement, sur ta communauté et tout, et que tu n'aurais pas ce même impact-là en tant qu'entrepreneur, frère, il faut laisser ça. Si tu penses que l'idée que tu as pour te lancer dans l'entrepreneuriat aura un véritable impact, va changer des choses, et que tu sens le truc au fond de toi, lance-toi, peu importe les risques. Aujourd'hui, là, tu ne prends pas de risque, tu ne vas rien avoir. Ok. Tu ne prends aucun risque, tu ne vas rien avoir. Comme on le dit, qui ne risque rien n'a rien. Tu es salarié, tu sens que tu dois te lancer, je dis n'importe quoi, tu dois te lancer dans la vente de faux ongles. C'est là, va vendre. Okay. Va vendre, va. Tu crois en ton truc, vas-y. Ok. Si tu as tapé poteau, c'est ton expérience, tu vas revenir encore plus fort. D'accord. Ok. Pichou? Tu es salarié, tu crois en la vente de tomates. Fais tes tomates. Fais tes tomates. Pichou, je vais saluer. Tu crois à la vente de tomates, vends tes tomates. Hein, Pichou? Ah ouais, justement. Mais je voulais dire en fait que déjà, on a quelqu'un de très expérimenté qui est en face de nous, qui prend des risques. Et comme on a dit, entrepreneuriat et risque vont de pair. Il faut vraiment, comme je reviens encore, il faut vraiment savoir ce qu'on veut.
Il faut peaufiner son idée et il faut partir. Il faut partir quand il le faut. Si tu es salarié, que tu veux vraiment entreprendre, que tu as l'idée, tu es sûr de ton idée, que tu as retravaillé ton mindset, si tu dois partir, il faut partir. Même si tu n'as pas d'argent, l'idée va te permettre d'avoir de l'argent. C'est ça. Voilà ce que je peux dire en fait concernant les salariés. Mais en tant qu'entrepreneur, parce qu'il y a certains qui ne sont pas salariés, mais qui sont entrepreneurs. Ouais. Voilà. Donc en tant qu'entrepreneur, il faut toujours garder vraiment le mental dur. Le mental de fouet avec la machette à côté pour se débarrasser de tout ce qui pourrait nuire à la réputation, parce que c'est vraiment la réputation qui fait un entrepreneur. Parce qu'après, on est recommandé de recommandation. De bouche à oreille. C'est ça. Un client satisfait, il va vous ramener énormément de choses. Vous n'avez pas idée. Voilà. Exactement. D'accord, je suis d'avis avec vous. Je retiens que il ne faut pas quitter le salariat pour l'entrepreneuriat tout de suite là. On a été tous d'accord. Il faut être sûr de ce qu'on veut faire. Il faut être conscient du risque qu'on est en train de prendre. Il faut surtout prévoir justement le temps mort qui pourrait arriver lorsqu'on va quitter le salariat. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir des économies, il faut avoir de l'épargne pour pouvoir switcher. On va dire du salariat à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est doux, sauf que ce sont des risques, sauf qu'il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, c'est vrai que ce ne sont pas tous les entrepreneurs qui rencontrent ça, autant ce ne sont pas tous les salariés qui sont pas riches. Voilà. Donc, moi, je pars du principe que dans la vie, il y a toujours des avantages et des inconvénients à toute chose. Quitte à chacun de nous de peser le pour et le contre et d'y aller sur ce qui lui c'est le mieux. Je pense qu'on a fait un bon podcast. On va se dire au revoir. Avant de se dire au revoir, elle a eu la chance de faire sa publicité. Oui, vas-y. C'est bien marketeur. Il a concentré. Donc, il y a une belle agence dynamique qui s'appelle Notorious Brand, qui vous accompagne dans tout ce qui est développement de marque, positionnement marketing, stratégie marketing, accompagnement en termes de communication et tout ce qui permet de pouvoir réfléchir et atteindre ses objectifs. Ne le faites pas. Nous sommes là pour vous. On va le faire pour vous. Et ça nous passionnera de pouvoir atteindre les objectifs ensemble. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Notorious Brand, comme vous l'entendez. Notorious. Merci beaucoup, The Pitch. Alors, je pense qu'on a fait un bon podcast. Merci beaucoup, mes potes, d'être passés. Et puis, c'est quand vous voulez, on reprend. Il y a un sujet qui passionne Pichou, là. On se reprend. C'est quoi le sujet? Non, laisse d'abord, c'est la petite surprise. On se reprend là-dessus. Voilà, tranquillement. Alors, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. J'ai été, comme d'habitude, habillé par Alma, la boutique. Et on se dit à la semaine prochaine, même heure, même lieu. Enfin, même canot, même lieu. Ah, c'est pas rendez-vous. Bon, on se dit à la semaine prochaine, même canot. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde.